nous allons pouvoir démarrer. Si mes slides veulent bien passer. Non, si, ça y est. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un événement co-organisé par le CIBI Le Vivant et la Ville, qui est une association loi 1901 sur le regard croisé de la biodiversité et de l'immobilier, et par Arpastrans et notamment son pôle biodiversité qui s'appelle Gondwana. J'y reviendrai. Donc, cette série de webinaires, elle a pour objectif de réfléchir à la prise en compte de la biodiversité dans le secteur de l'immobilier, mais également dans la fabrique de la ville, et voir comment les outils biodiversity, que sont la panoplie de réponses apportées par le CIBI au marché de l'immobilier, comment ces outils peuvent contribuer justement à bâtir cette ville désirable et écologique dont nous allons parler aujourd'hui. Et donc nous sommes à l'épisode 2 sur l'outil LIFE, le Biodiversity LIFE, qui est la déclinaison pour les bâtiments en exploitation des labels Biodiversity. Et donc nous espérons, nous allons avoir une troisième occurrence en septembre sur l'outil Biodiversity Ready, qui est l'outil d'aménagement des quartiers du CIBI. Et puis on se réserve l'opportunité de faire une synthèse peut-être, ou d'ouvrir à d'autres sujets en décembre sur un 4e épisode. Donc un beau cycle qui voit se chevaucher les différentes échelles d'application des labels biodiversité et du sujet de la biodiversité en ville. Donc, nous avons la chance d'avoir un très beau panel d'intervenants aujourd'hui. Donc, je vais rapidement laisser la parole à Pierre Darmé, qui a 2 casquettes. Une casquette de directeur marketing et développement commercial pour les Jardins de Galie, et surtout aujourd'hui en tant que secrétaire général du CIBI, pour nous parler de la vision du CIBI pour ce nouveau label qui va être lancé très très prochainement. Je vais prendre moi-même la parole pour vous présenter l'outil, son contenu, ses processus et puis la philosophie générale qui nous a amené à sa construction. Ensuite, nous allons rapidement, Pierre et moi, laisser la parole aux premiers porteurs de projets pour avoir leur retour d'expérience en tant que donneur d'ordre et praticien de cette démarche. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Pouliquin, directrice communication et RSE de Crédit Agricole Immobilier, pour nous parler du magnifique site d'Evergreen à Montrouge. Ensuite, nous allons pouvoir écouter Karima Etamer, responsable développement durable de Generali Real Estate. Et enfin, Karima va nous parler du campus Europe Avenue à Bois-Colombes, magnifique campus également. Et enfin, Olivier Barge, VP Head of Project Management and Innovation, entreprise américaine oblige, pour Prologis, pour nous parler du site de Saint-Quentin-Fallavier en Rhône-Alpes, qui est un parc logistique. Donc on sort des typologies de campus tertiaires pour aller vers un domaine logistique. Voilà, donc merci par avance à nos multiples intervenants et je vous souhaite un très bon webinaire. Donc un mot très très rapide sur Arpastrans pour présenter la structure qui co-accueille ce webinaire. Nous sommes un cabinet de conseil en immobilier qui avons pour objectif et ambition d'accompagner les transformations de l'immobilier. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un certain nombre de nécessités aujourd'hui sont à traiter dans ce secteur. Pour parler un peu vulgairement, les sujets à traiter s'accumulent devant la porte. On a la transition écologique, la transition climatique, la fracture sociale, le sujet de la digitalisation à outrance de l'économie. Tous ces sujets-là sont complexes à traiter, sont transversales, pluridisciplinaires, et donc nous avons pour ambition justement d'accompagner le secteur de l'immobilier dans cette transformation à travers la multitude de nos approches. Pour ça, nous avons structuré notre entreprise en 4 pôles d'activité.
Premièrement, nous avons un pôle conseil innovation qui, pour les collectivités territoriales et les grands utilisateurs, vont les accompagner dans la définition de leur stratégie immobilière pour les transformer soit en schéma directeur, soit en programmation, et tout ça dans un prisme d'usage nouveau et notamment de la place du digital. Et en poursuivant cette approche vers l'AMO ou l'AMOD en fonction des opportunités. Ensuite, nous avons un pôle immobilier responsable qui va avoir une approche stratégique sur les sujets environnementaux, qui va pouvoir avoir très en amont des projets de quartier ou de bâtiments, un conseil environnemental pour la définition justement de cette stratégie de résilience éventuellement ou de tous les sujets carbone, et qui va pouvoir également pousser cette logique jusqu'à l'opérationnalité avec un métier d'ingénierie de la performance environnementale. Ensuite, nous avons un pôle d'aménagement, design et aménagement, qui, pour des projets tertiaires, va avoir un regard pour nos clients sur leurs espaces de travail. Donc, soit dans une logique de travail de l'espace, de science de l'espace à travers l'aménagement intérieur, mais également sur les stratégies immobilières et l'accompagnement au changement nécessaire pour toute stratégie immobilière. Et enfin, nous avons Gondwana, le pôle biodiversité et biophilie, qui a pour objectif, ou même je dirais comme raison d'être, d'accompagner la transition vers un urbanisme écologique. Nous sommes persuadés que cela est nécessaire pour la ville de demain. Il y a un très grand nombre d'enjeux de la ville que nous pouvons traiter par le vivant. J'en donnerai quelques exemples un peu plus loin quand je parlerai du Biodiversity Life. Il y a un grand nombre de ces sujets que l'on peut traiter partiellement ou complètement par le vivant, et donc il est nécessaire d'intégrer cette approche du vivant dans l'urbanisme et dans les métiers de l'immobilier en général. Et en contrepartie, il faut que la ville donne une place au vivant pour que la biodiversité puisse s'exprimer de façon apaisée et durable, et travailler la relation qu'entretiennent les urbains avec leur nature de proximité. Donc tout ça se fait à travers les métiers d'écologie, les diagnostics écologiques, mais également les études faune-flore réglementaires, à travers les outils disponibles sur le marché, les certifications et les labels, mais également à travers toutes les sciences sociales autour de la relation qu'entretiennent les urbains avec leur nature de proximité, qui est le sujet de la biophilie dont on parlera largement aujourd'hui. Et enfin, je voulais rappeler qu'Arpas Trans et le CIBI co-organisent ce webinaire pour une raison bien précise, c'est que nous sommes des partenaires de longue date. Arpas Trans participe à la gouvernance du CIBI en tant qu'administrateur, mais nous sommes également des praticiens des labels Biodiversity, puisque nous avons 5 assesseurs dont je fais partie. Et nous participons à la vie technique et également du CIBI à travers tous ces labels et tous les sujets, parce que l'objet, Pierre en parlera, mais l'objet du CIBI dépasse l'application des labels à proprement parler. Et donc les comités techniques du CIBI traitent différents sujets, que ce soit sur l'eau, sur les sols, etc. Et enfin, et c'est la raison pour laquelle nous prenons également la parole aujourd'hui, c'est que le CIBI a confié l'élaboration de ce label à Arpas Trans. Donc, je reviendrai un petit peu sur cette historique un peu plus loin. Voilà. Mais avant, je vais laisser Pierre nous donner la vision du CIBI pour cet outil Biodiversity Life et la biodiversité en exploitation. Merci Tolga et merci à l'équipe technique de permettre la réalisation de ce webinaire, et bonjour à toutes et à tous qui nous avez rejoints ou qui étiez là tout à l'heure lorsque nous cherchions à meubler. Alors, quelques éléments rapides sur le CIBI. Pour celles et ceux qui étaient là la dernière fois, le CIBI, c'est toujours une association, loi 1901 comme l'a rappelé Tolga, qui a un objet qui est de promouvoir la biodiversité urbaine, entendue en particulier comme le lien entre les êtres humains et leur nature de proximité. Le postulat de base étant que moins on vit connecté à la nature, moins on la protège. L'idée, et nous n'aurons de cesse
de le rappeler, c'est que nous n'allons pas sauver la biodiversité en cultivant la nature en ville. Ça n'est pas la prétention de l'association, ce serait tout à fait présomptueux. Mais en revanche, on ne peut pas faire l'économie de la cultiver, cette nature de proximité, parce que, d'une part et avant tout, elle permet à chacune et à chacun de vivre des expériences de nature et que ce sont ces expériences qui sont un préalable à l'action en faveur de l'environnement, pour la biodiversité, mais d'une manière plus générale, à titre individuel et à titre collectif. Et puis par ailleurs, et nous allons le voir aujourd'hui à travers l'exemple de Biodiversity Life, ce sont tous les services rendus par la nature qui sont très opérants pour la ville en général. Ce sont des contributions, ces services écosystémiques à la résilience des villes. C'est aussi le cas à l'échelle des îlots bâtis, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et puis le CIBI, ce sont toujours 80 membres, 80 structures, créées au départ par 7 membres fondateurs fin 2013, 80 structures aujourd'hui, dont Prologis et dont Crédit Agricole Immobilier, qui sont aujourd'hui partie prenante de ce webinaire, et puis un certain nombre d'autres, et notamment des cabinets de conseil comme Arpastrans, 5 assesseurs chez Arpastrans et 80 assesseurs aujourd'hui d'une manière générale. Tolga faisait partie avec Olivier Lemoine, le papa du premier label Biodiversity, des 3 premiers assesseurs. Eh bien, aujourd'hui, ce sont 80 portés par différentes structures. Voilà pour une présentation extrêmement rapide, probablement un peu tronquée de qui nous sommes. Là, vous avez les différents collèges. L'idée du CIBI, c'est de rassembler tous les acteurs, c'est-à-dire les donneurs d'ordre, les constructeurs, les professionnels de l'immobilier au sens large. Je ne les détaillerai pas, il y en a quelques représentants aujourd'hui, des investisseurs jusqu'aux gestionnaires, dans tous les secteurs. Et on le voit aujourd'hui, on a du tertiaire, on pourrait avoir de l'immobilier commercial, on a de la logistique, on a de l'habitat, y compris de l'habitat social, et puis toute la filière du vivant, c'est-à-dire les écologues évidemment, les associations de protection de la nature qui ont été les premières à porter ces sujets d'une manière générale et appliqués à l'urbain en particulier, les entreprises de travaux et d'entretien de ces espaces verts, qui est un terme que nous n'aimons pas beaucoup parce qu'il ne rend pas trop hommage au sujet. Et voilà, et j'en oublie sans doute. Alors, pourquoi Biodiversity Life, sans plus attendre? 2 sujets majeurs. Le premier, c'est une opportunité de marché. Pour vous, peut-être, qui êtes au bout du fil, j'ai envie de dire, au bout de la ligne, qui nous écoutez, vous êtes peut-être investisseur, vous êtes peut-être promoteur, ou vous gérez un patrimoine en tant que foncière, ou vous êtes même property manager, voire facility manager ou représentant des services généraux dans une organisation. Eh bien, vous travaillez avec un gisement d'existants qui est très significatif. Alors, j'emprunte ce chiffre, merci Tolga, à Tolga qui me l'a soufflé à plusieurs reprises. Il y a en France 28 millions d'immeubles d'actifs existants en France. Alors, tous ne sont pas biodiversity compatibles, mais ça donne quand même l'ampleur du sujet. Et si on met ça en parallèle des toutes récentes discussions qui ont été portées à connaissance du président officiellement hier par la Convention citoyenne, ça ne vous aura pas échappé le sujet de la limitation et de la lutte contre l'artificialisation des sols. Autrement dit, le fait par ricochet de travailler sur l'existant, on voit à quel point ce sujet-là est une opportunité de marché, mais aussi une nécessité écologique dans le cadre de ce nouveau pacte qui est en train de naître. On pense à l'immobilier commercial qui a été évoqué hier, mais on peut penser à tout un tas d'autres sujets. Il y aura des déprises d'immobilier tertiaire ou de logistique. La réversibilité des sites existants est un sujet formidable et c'est une contrainte, mais ça devient une donnée et c'est aussi une formidable opportunité. Un chiffre aussi qui, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en Île-de-France, est issu de la thèse d'Hortense Serret, thèse au Muséum, mais aussi à l'époque avec Arpastrans, qui disait que 30% des espaces verts privés franciliens sont des espaces verts d'entreprise au sens large, pas uniquement du tertiaire. Donc ça vous donne quand même un ordre de grandeur qui est plus appliqué pour le coup au sujet précis qui nous intéresse. Le deuxième volet, donc ça c'est un aspect de marché, un aspect foncier, un sujet d'avenir, mais j'ai envie de dire qui est l'avenir aujourd'hui. Et le deuxième sujet, c'est l'apanage du vivant, c'est le temps long. L'image que nous utilisons, et là je prends ma casquette de jardinier, mais qui nous va bien au CIBI,
Je n'en ai pas l'auteur en tête. En tous les cas, elle est assez éloquente. Lorsqu'un maçon délivre un ouvrage parmi tous les corps de métier, il doit une garantie décennale pour le parachèvement de son ouvrage. Il doit le conforter. On est dans quelque chose de fini. On peut avoir une maintenance, évidemment, c'est nécessaire, qui va permettre de maintenir cet état initial au maximum de ses capacités, mais on est dans quelque chose qui est au plus haut de son potentiel en fin de chantier. L'histoire pour l'ensemble des parties prenantes dont vous faites partie, qui travaillent sur la biodiversité, elle est inverse. C'est que à partir de la livraison, on livre un potentiel qui, lui, ne va faire qu'évoluer. C'est d'ailleurs pas un hasard si en matière écologique, on ne parle pas de performance écologique. Ça peut être utilisé, mais c'est souvent un abus de langage pour que ce soit plus compréhensible de l'auditoire. On parle de potentiel, puisque c'est en constante évolution. Alors, on pense évidemment à un sujet, vous allez dire, les jardiniers doivent penser aux plantes. Effectivement, vous livrez une promesse, une jeune pousse qui va pouvoir devenir un arbre. On parle beaucoup des sujets de rafraîchissement aujourd'hui, même si aujourd'hui on n'est pas dans une période caniculaire. Un arbre, pour qu'il rafraîchisse, pour qu'il évapotranspire, il faut qu'il ait un âge significatif pour pouvoir être pleinement actif. Donc, il faut laisser le temps au temps. Mais c'est valable aussi pour toutes les espèces spontanées qui étaient présentes sur site, évidemment, mais aussi celles qu'on va pouvoir accueillir. Mettre en place des dispositifs qui permettent d'accueillir la faune, ça n'est pas automatique, ça n'est pas un élevage, ça n'est pas quelque chose que l'on installe. On vient apporter un abri ou apporter un nichoir. La différence, c'est que l'abri va permettre de s'abriter et le nichoir, la reproduction pour des insectes, pour des oiseaux et tout un tas d'autres dispositifs. Je pense au nichoir parce que c'est une maison et il y a un parallèle avec le bâtiment. Eh bien, cette maison, elle est livrée sans occupant. Pour prendre un langage immobilier, elle est livrée à blanc et il va falloir ensuite attendre que les utilisateurs, qui sont les représentants de la faune et de la flore locale, s'emparent de ce qui a été mis en place. Donc, on est bien dans un potentiel. Et l'opportunité là, pour vous, acteurs, gisement d'actifs et gisement de foncier, et par ailleurs un potentiel du vivant, c'est de pouvoir valoriser un site existant qui vous semble vertueux d'un point de vue de la présence de nature et de sa valorisation des liens que vous pouvez avoir initiés avec les occupants, mais aussi d'entrer dans une démarche d'amélioration continue. Les labels biodiversity, comme l'ensemble des labels, c'est exactement cette démarche. Un référentiel technique, ça c'est la première jambe sur laquelle on s'appuie, qui permet d'être un outil d'aide à la décision, de faire vos projets, de rassembler les parties prenantes autour d'un même langage, et une marque, une étiquette qui affiche un résultat, en tous les cas une ambition, un parti pris du projet et qui vous permet de l'expliquer vis-à-vis de toutes vos parties prenantes. Et c'est extrêmement important quand on parle de biodiversité parce que c'est un petit peu par essence complexe et multifactoriel, mais aussi de le valoriser. Et donc il y a tout un sujet, et j'espère que nos amis investisseurs en parleront, de cette preuve d'engagement pour la biodiversité qu'apporte le label Biodiversity, parmi d'autres, et qui permettent de véritablement objectiver, donner un cadre formel à la valeur biodiversité. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là que le CBI a souhaité, et toujours, c'est très simple, hein, il y a une vision, mais il y a aussi et surtout des demandes concrètes des maîtres d'ouvrage et des porteurs de projets qui disent « mais bon sang, bonsoir, vous avez un label qui fonctionne pour les nouveaux projets, pour les constructions ou les réhabilitations significatives. Pourquoi ça n'existe pas pour l'existant? Eh bien, nous avons des pionniers. Ils sont là aujourd'hui. Crédit Agricole Immobilier, Generali, Prologis, qui ont dit « Ok, nous, on est partant pour faire une chose. » Je vous invite, si vous êtes partant et si vous aimez les aventures techniques, humaines, et ça se finit toujours très bien, à vous manifester pour être pilote. En fait, cette démarche, elle est à la fois théorique au départ, et Tolga en reparlera peut-être, mais elle est aussi pratique, puisqu'un référentiel ex nihilo n'a pas beaucoup de sens et on peut lui trouver beaucoup d'incohérences ou beaucoup de réglages nécessaires à l'épreuve de la pratique. Et donc, les pilotes dans la démarche du CBI, c'est parfois une gestation longue, mais sont extrêmement importants pour tester la démarche
et faire ces réglages pour que le moteur soit pleinement opérationnel le jour J. Et nous sommes encore, pour quelques mois encore, à la recherche de pilotes. Donc, manifestez-vous et embarquez dans cette belle aventure. J'en ai trop dit. Tolga, c'est à toi. Merci Pierre, tu as dit l'essentiel, c'est parfait. Je passe un peu tes slides, mais donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que effectivement le CIBI a missionné Arpastrans à travers son pôle biodiversité Gondwana pour l'élaboration du label Biodiversity Life. Le cahier des charges était clair, c'est celui donné par Pierre précédemment. Et donc, sur cette base, nous avons pu lancer effectivement un travail qui court sur un peu plus de 2 ans et demi, pour l'élaboration de ce label Biodiversity Life. En gros, la première idée du label Biodiversity Life est née vers 2018, disons, fin 2017-2018. Et un certain nombre de groupes de travail internes au CIBI ont commencé à réfléchir sur la philosophie, sur le cadre général, sur les enjeux de ce futur label Biodiversity Life. Et tout ça, ça a donné un cahier des charges et le lancement d'une mission fin 2019 à laquelle Gondwana a répondu présent avec l'accompagnement technique de l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France et des jardins de Galie sur une petite mission ponctuelle, on va dire, sur les enjeux de l'entretien écologique des jardins, qui est un sujet de technicité important, même si on l'oublie malheureusement un peu trop souvent. Donc ce travail-là, il a été structuré en deux phases, globalement. De réflexion, de structuration d'une architecture, des sujets à traiter, des ambitions à donner au label Biodiversity, beaucoup de travail en commun, des mobilisations d'experts tiers par le biais du CIBI, des groupes de travail techniques avec les porteurs de sites pilotes qui sont autour de la table aujourd'hui, entre autres, et une deuxième phase qui a démarré en début d'année 2020 sur une opérationnalisation, donc transformer cette première idée, cette première structure de référentiel en un outil quantifiable, parce que tout référentiel demande une quantification d'un niveau de performance. Même si on ne parle pas de performance écologique, on parle de performance au regard d'une grille qui délivre derrière le label Biodiversity. Et puis surtout, ce travail fait sur les premiers sites pilotes qui permet justement le réajustement mentionné par Pierre précédemment. Et donc tout ce travail-là qui court encore et je soutiens l'appel aux pilotes lancé par Pierre. Il y a beaucoup d'assesseurs qui peuvent vous accompagner dans vos réflexions sur vos sites existants. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre assesseur Biodiversity pour réfléchir à cette démarche. Et puis tout ça devrait donner début 2021 un référentiel en marche courante. Donc on pourra lancer avec le CIBI le label Biodiversity Life, passer à l'épreuve des sites pilotes. Donc, nous avons bien pris en compte le cahier des charges délivré par le CIBI. Nous y avons ajouté une surcouche de notre propre réflexion. Et quelques enjeux, notamment, j'ai 3 ou 4 slides qui vont vous amener à comprendre les différents choix philosophiques et structurels qui ont été faits dans le label Biodiversity Life. Premièrement, je pense que ce serait une erreur de traiter le label Biodiversity Life comme uniquement un sujet de biodiversité. Je l'ai dit tout à l'heure, le vivant peut apporter des solutions dans la ville. Pierre a parlé du rôle de l'arbre, par exemple, mais on peut réfléchir en termes de services écosystémiques sur tout un tas d'enjeux urbanistiques à traiter, qu'ils soient environnementaux, sociétaux, économiques, etc. Et donc,
le label Biodiversity Life, il se doit de répondre à ces différents défis dans un prisme du vivant et de la biodiversité. Alors évidemment, la conservation de la biodiversité est un prisme fort, mais il faut également travailler la question des îlots de fraîcheur, la question de l'alimentation, la question de la dépollution, mais également de tous les sujets de cohésion sociale, de création d'emplois verts notamment. Quand on parle de paysage, on parle quand même de 30 000 entreprises. Un grand site emploie en moyenne 3 personnes sur les espaces verts. Donc on est quand même dans un secteur créateur d'emplois, mais également la santé, le bien-être, le confort et l'éducation à la nature qui sont des sujets très très importants. Donc le label Biodiversity Life, il peut vraiment créer un impact positif, et ça a été un élément de réflexion structurant dans l'élaboration de ce label. Il y a également la question fondamentale de la valeur d'usage qui, pour chaque projet immobilier, se doit d'être posée. Quelle valeur d'usage va créer notre bâtiment? Pas que sur la question du vivant, évidemment, mais aujourd'hui, on parle de cette valeur d'usage biophilique. En quelques mots, la biophilie, c'est la relation qu'entretiennent les urbains, ou les humains plutôt, avec la nature. Et donc, dans le cas de l'urbain, c'est plutôt la relation qu'entretiennent les urbains avec leur nature de proximité. Et donc aujourd'hui, nous avons assez de recul pour savoir qu'un design biophilique, donc une conception qui répond à un certain nombre de critères biophiliques, va permettre de créer une valeur d'usage et une quantification de cette valeur d'usage assez intéressante. On sait que dans les bureaux, on a recueilli assez de données pour savoir que cette conception biophilique augmente la productivité des collaborateurs, diminue l'absentéisme. Dans l'hôtellerie, on sait que des vues sur le grand paysage permettent d'augmenter les nuitées, le prix des nuitées. On sait dans les équipements de santé que des chambres avec vue sur un élément naturel se libèrent une demi-journée plus rapidement que des fenêtres qui n'ont pas de vue sur des éléments naturels. Donc, après, derrière, on peut tout transformer en euros, évidemment. Donc, il y a une approche mercantile très forte. Ceci étant dit, on ne parle pas que de quantification mercantile, puisque quand on regarde les données quantifiées autour de la biophilie, on voit que des écoles conçues selon les préceptes du design biophilique affichent des meilleures performances en termes de mémorisation, d'apprentissage, d'envie de découverte et de créativité pour les écoliers. On voit bien qu'il y a des enjeux qui sont très très forts et qui restent encore à approfondir et à mettre en jeu. Donc cette valeur d'usage biophilique, ce n'est pas une science exacte aujourd'hui que l'on peut déployer d'une façon parfaite et quantifiée au bout de la première année. Pour autant, c'est une tendance très très forte qu'il faut intégrer et traiter du mieux possible. Il y a également un sujet qui est très important. Alors, vous avez dû voir les résultats des municipales dimanche. Cette vague verte dont on parle, avec des très grandes agglomérations qui sont passées soit dans le cadre d'Alliance, soit directement dans le leadership du parti écologiste. Certes, il faut apporter un certain nombre de bémols à ces résultats. Certes, l'abstention a été très forte, les classes populaires ont boudé les élections, mais et puis il y avait la crise de la Covid-19, je pense qu'il y a aussi a apporté un certain nombre de réactions par rapport au sujet écologiste. Pour autant, il ne faut pas rater la forêt cachée par l'arbre. Je pense qu'il y a vraiment un mouvement de fond, une tendance très très forte d'une demande de nature en ville qui est importante et qui s'accompagne d'un certain nombre de sujets. On ne parle pas que de la nature en ville, on parle des conditions de vie, on parle de plus en plus de pollution, on parle de la qualité de vie, des mobilités. Donc c'est une vision globale sur une ville plus saine, plus naturelle, qui est attendue par les urbains et qu'il ne faut pas rater. Donc j'ai rappelé ici cette statistique. Ceux qui m'ont déjà écouté
ont dû la voir, mais je la rappelle à chaque fois parce que je trouve qu'elle est vraiment très impressionnante. Une enquête New Corp en 2018 montre que 92% des Français veulent plus de nature en ville. Ce chiffre est vraiment impressionnant et montre une quasi-unanimité, d'autant plus que la même enquête en 2017 donnait un chiffre de 68%. Donc on voit bien qu'il y a une tendance croissante sur le sujet et donc peu de chances d'un retour en arrière dans l'importance de cette thématique. Et ce que je voulais dire, c'est que tout ça, ce sont des expressions individuelles. Pour autant, cela est représentatif aussi d'un certain nombre de sujets qui vont être portés par les utilisateurs de ces bâtiments, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient individuels. Quand on est propriétaire, exploitant, gestionnaire d'un site, on va avoir de plus en plus d'utilisateurs qui vont avoir des attentes vis-à-vis de leurs collaborateurs, vis-à-vis de leur propre stratégie environnementale. Et donc ces thématiques-là ont pour vocation à prendre de l'ampleur dans le dialogue social d'un îlot bâti. Et puis je vais passer vite sur celle-là parce que Pierre l'a rappelé, mais je pense que c'est intéressant de parler, de rappeler ces chiffres. Alors la grande part de pizza orange sont les permis de construire certifiés par une démarche environnementale, donc des projets de construction ou de rénovation. Il y a eu en 2016 500 000 permis de construire déposés et 13 313 d'entre eux ont eu une certification environnementale. Donc globalement en France, un projet sur 38 affiche une démarche environnementale, ce qui peut probablement être amélioré, mais qui est considérable au vu des 28 millions et quelques d'actifs immobiliers existants en exploitation en France et dont seulement 2438 présentent une certification environnementale ou une démarche environnementale. Donc seulement un bâtiment en exploitation sur 11 658 démontre une ambition environnementale et donc ce chiffre-là est vraiment très très bas. Et en plus, ce n'est essentiellement que du tertiaire. Donc les équipements publics et le résidentiel notamment sont complètement exclus de cette approche. Donc il y a deux enjeux pour moi. Donc il y a l'enjeu marché évidemment qu'a mentionné Pierre, d'aller ouvrir une réflexion environnementale et écologique sur un maximum d'actifs éligibles, mais il y a également un enjeu très important, un vivier très important d'écologisation du territoire à travers 28 millions d'actifs potentiels sur le sujet. Et puis cette slide, c'est aussi l'occasion de rappeler que nous avons construit le label Biodiversity Life pour être en interaction possible avec les différentes certifications environnementales existantes, que ce soit la HQ Exploitation, le BREEAM News, et puis des certifications un peu plus récentes comme Osmose ou Fitwel, qui sont des certifications plutôt centrées sur le confort, la santé, le bien-être. Et donc il y a des interactions très très fortes qui sont construites dès l'amont pour faciliter la lecture du marché sur le sujet. Donc voilà, tout ça, toutes ces réflexions-là, elles nous ont permis d'avancer, de construire l'outil. On s'est donné plusieurs objectifs qu'on espère avoir réussi. Premièrement, c'est que cet outil ait pour objectif d'accompagner et d'évaluer la prise en compte de la biodiversité, et cela dans deux choses assez distinctes. Le premier, c'est l'acte d'exploiter, comment l'exploitation au sens managérial du terme traite le sujet de la biodiversité, que ce soit dans les processus, dans les contrats, dans les politiques d'achat, dans la gestion des espaces verts, etc. Mais également dans la qualité intrinsèque de la parcelle ou du bâtiment en général, c'est-à-dire les espaces verts en eux-mêmes, la végétalisation du bâti par exemple, comment est-ce qu'ils peuvent être plus favorables à l'accueil de la biodiversité. Le deuxième point, et ça je pense que on en a assez parlé avec Pierre pour vous convaincre, la reconnexion des occupants du site. Et ça,
à la nature, donc, et ça à travers les métiers de la médiation naturelle, l'intelligence collective autour des sujets de la biodiversité. Et donc, on verra dans les exemples tout à l'heure qu'il y a quelques initiatives formidables à ce sujet qui ont été portées dans le cadre des sites pilotes. Enfin, contribuer à cette valeur d'usage des bâtiments par la biophilie, donc ça c'est un objectif central. J'en ai déjà assez parlé, donc je passe. Et le dernier point qui est un petit peu clé, qui me permet d'introduire la philosophie la plus importante finalement du label Biodiversity Life, c'est que tout ça doit se faire dans un objectif d'amélioration continue. Ceux qui ont pour habitude de travailler par exemple sur le label Biodiversity Construction savent qu'on se donne un objectif de niveau de performance et il faut tout mettre en œuvre dans un temps assez serré pour que son projet atteigne cette performance. Et puis, on n'a pas de deuxième chance. On a réussi notre projet ou on l'a pas réussi au regard des critères du Biodiversity. Là, ce n'est pas du tout ça l'objectif du label Biodiversity Life. C'est bien d'accompagner un maximum de projets, des projets qui démarrent, qui n'ont pas encore structuré leur démarche biodiversity, des sites, pardon, pas des projets, qui démarrent sur leur réflexion comme des sites d'excellence qui veulent aller encore plus loin que ce qu'ils font déjà. Et donc, tout ça, ça ne peut se faire que dans une démarche d'amélioration continue, ce qui est formalisé à travers des audits de renouvellement tous les 3 ans qui permettent de se projeter sur une amélioration des niveaux de performance et des sujets traités dans cette labellisation Biodiversity Life. Je reviendrai sur ma dernière slide. Enfin, je rappelle le périmètre de labellisation, ça fait pas de mal de le rappeler, je pense. Nous parlons soit d'un bâtiment et de ses jardins, de ces espaces verts d'accompagnement, comme on dirait un peu techniquement, ou d'un îlot bâti. On peut se permettre de réfléchir à un périmètre un peu plus large s'il y a une cohérence urbaine. Et le tout doit être en exploitation, évidemment. Et a priori, jusqu'à preuve du contraire, toute typologie est éligible. Et nous avons mené une réflexion sur des jeux de pondération pour que le référentiel s'adapte aux différentes typologies, ce qui n'avait pas forcément été fait à l'époque du Biodiversity Construction et ce qui peut créer quelques frustrations dans certains projets. Donc là, nous espérons avoir traité cette question. Les acteurs de la labellisation, je vais aller un petit peu vite. Nous avons les porteurs de la labellisation. Alors, les porteurs de la labellisation, ils doivent être... en exploitation, c'est un sujet assez compliqué parce qu'on peut avoir des sites multipropriétaires, des sites multilocataires, voire multi-exploitants des fois, etc. On a une complexité d'acteurs qui est très importante. Et donc, ce que nous avons construit comme approche, c'est d'avoir à minima le ou les propriétaires du site et leur exploitant, ou d'avoir le ou les utilisateurs du site et leur exploitant qui engagent la démarche en tant que porteurs de la labellisation. Et puis le scénario idéal, c'est d'avoir les propriétaires, les utilisateurs et l'exploitant, ou le gestionnaire plutôt du site, dans la démarche. Et cette définition des porteurs de la labellisation en amont va permettre également de définir le périmètre dans lequel on va porter la labellisation du site. Donc les porteurs de la labellisation, le CIBI qui est partie prenante évidemment de la démarche puisque c'est lui qui délivre le label. Nous avons les assesseurs qu'on appelle également l'évaluateur du projet qui va accompagner les porteurs de la labellisation dans la démarche et qui va préparer le certificat de labellisation, de certification. Et un auditeur tierce partie, qui est Deloitte, qui est missionné directement par le CIBI pour une vérification externe et indépendante du dossier réalisé par l'assesseur. Nous avons conservé, pour ceux qui connaissent les labels Biodiversity, nous avons conservé cette logique en 4 axes qui est un peu la marque de fabrique du CIBI et de ses labels. Pour autant, vous verrez que la sémantique et puis l'ordre est un peu différent. Il y a une certaine logique puisque les 2 premiers axes sont plutôt dans une logique de l'état initial, de compréhension
du site sur lequel on commence à travailler. Et les deux derniers axes vont être plutôt une logique d'amélioration continue, notamment avec cet axe 1 qui s'appelle engagement et connaissance. Ce sont les axes des porteurs de la labellisation. Comment est-ce qu'ils engagent le diagnostic Biodiversity Life, qui est le prérequis de cette démarche. Je vous en parlerai un peu plus loin. Comment on mobilise les parties prenantes internes, externes au site, comment on planifie l'amélioration continue, comment on s'en donne les moyens. Il faut chiffrer, estimer et puis chiffrer à travers un plan pluriannuel d'investissement cette ambition. Et donc tout ça est traité dans l'axe 1 du label Biodiversity Life. L'axe 2, qu'on appelle la valeur écologique, c'est un calcul qui s'appuie sur les travaux d'un scientifique suisse qui s'appelle Guy Berthoud, qui établit à travers différents facteurs et indices la valeur écologique, ou ce que j'aime bien appeler aussi la valeur d'accueil de la biodiversité sur le site. Donc c'est une note, une valeur absolue qu'on va pouvoir comparer d'un site à l'autre et surtout qu'on va pouvoir améliorer d'un audit à l'autre. L'axe 3, il a pour objectif de renforcer justement cette valeur écologique. Donc on va traiter à travers la végétalisation des espaces au sol, la végétalisation du bâti et puis les modalités de gestion du site, voir comment on peut améliorer la biodiversité et planifier cette amélioration. Et puis l'axe 4, c'est la même logique mais plutôt sur le renforcement de cette valeur d'usage biophilique du site à travers toute une réflexion sur le design biophilique, mais également sur la médiation, sur l'intelligence collective, sur les questions de services et d'usages nouveaux, par exemple, comment traiter la question de l'agriculture urbaine dans une approche de Biodiversity Life. Voilà, tous ces sujets-là sont traités dans cet axe. Donc, très rapidement, il me reste 3 slides. En gros, cette approche Biodiversity Life, si vous voulez la lancer, il y a 3 phases assez simples. Tout d'abord, vous voulez engager la démarche, vous allez vous entourer d'un assesseur Biodiversity. Vous allez lui demander de vous réaliser un diagnostic Biodiversity Life, qui est une photographie complète du site au moment où vous vous intéressez à la démarche. On va regarder l'écologie du site, la biodiversité sur le site dans son contexte. On va regarder les modalités de gestion qui sont appliquées par l'entreprise d'espaces verts. On va regarder les différents impacts potentiels que peut avoir le site sur la biodiversité en termes de vitrage, en termes d'éclairage, etc. On va regarder la valeur d'usage biophilique présente actuellement et réfléchir aux capacités d'amélioration de tout ça. Donc ce diagnostic Biodiversity Life, c'est vraiment un élément structurant pour lancer la démarche Biodiversity Life et qui est un document assez conséquent, mais qui permet de poser cet état des lieux et de réfléchir à l'amélioration qui peut être apportée, puisqu'encore une fois, l'objectif c'est bien d'améliorer. Et donc, une fois cette photographie faite, on va préparer un audit qui va être porté sur cet existant et sur un engagement à mettre en œuvre un certain nombre d'actions sur les 3 années à venir. Et donc, on va justifier de ces actions à travers un certain nombre de signatures, mais également de montrer que par un plan pluriannuel d'investissement, que ces actions vont bien être mises en œuvre. Et donc, l'audit initial est fait une fois que cette planification, ce diagnostic et cette planification sont réalisés, et il peut être réalisé soit sur site, soit in silico par l'auditeur. Voilà, et donc la logique, c'est bien ce renouvellement tous les 3 ans de l'audit, et donc on est dans une boucle d'amélioration continue. Même si le CIBI revient sur le site pour un audit tous les 3 ans, la logique veut que les gestionnaires, les porteurs de la labellisation portent cette ambition en interne sur le site pendant ces 3 années et que le plan d'action soit suivi et bien mis en œuvre. Voilà. J'aurais pu en dire beaucoup plus, mais ceci étant dit, les présentations de nos intervenants vont apporter plein de compléments à tout ça. Donc voilà, je me bride et je laisse la main à Catherine Pouliquin pour nous parler
d'Evergreen, s'il te plaît, Catherine. Merci Tolga, merci Pierre. Ravi de témoigner dans ce webinaire. Pour motiver l'engagement de Crédit Agricole Immobilier sur ces sujets, je n'ai pas envie de rappeler les enjeux autour de la biodiversité. Je pense qu'effectivement, ça fait largement l'actualité, mais j'ai quand même envie de vous présenter un peu ce qu'on fait en termes d'action et qui va, je dirais, en complément de ces recherches de labellisation, nous donne et font les preuves de notre engagement. Si tu peux me mettre le premier slide, Tolga, s'il te plaît. On a d'abord défini j'ai envie de dire une politique, des objectifs à nos engagements, que ce soit dans notre parc résidentiel ou tertiaire, qui nous permettent de fixer un cap à tous nos métiers, à tous les acteurs qui rentrent dans ces dispositifs pour dire on s'engage et voilà comment on s'engage. Et vous voyez que dans les ingrédients de nos objectifs, on y retrouve le lien homme-nature qui est au cœur de tout cela et bien sûr la protection de l'environnement. On est engagé aussi bien et dans toutes les actions autour de ces sujets-là et j'ajouterais que le groupe Crédit Agricole est grand mécène du Muséum d'histoire naturelle et qu'il est engagé sur ces sujets de la biodiversité également, notamment via des programmes de sciences participatives. Donc, on est vraiment au cœur de l'ADN du groupe Crédit Agricole. Quoi de plus naturel, vous allez me dire, dans nos programmes résidentiels, on illustre cet engagement, c'est le slide suivant, au travers de ce que nous faisons en agriculture urbaine et pour implémenter ces installations dans nos programmes résidentiels. On fait à peu près 2000 logements par an. On a mis en place un démonstrateur dans nos locaux à Toulouse, dans notre siège à Toulouse. Un projet qui a été co-construit avec les collaborateurs et qui est à la fois un lieu de plaisir et de bien-être pour ceux qui l'animent au quotidien, et comme son nom l'indique, un démonstrateur pour démontrer qu'on expérimente et qu'on teste de l'aquaponie, des poulaillers, de la permaculture, de l'hydroponie sur notre siège et que ce sont les occupants qui s'en emparent et qui, au travers de ces installations, font des expériences de nature. Dans nos sujets et dans nos programmes résidentiels, j'ai envie de dire que c'est assez classique aujourd'hui pour un promoteur. On installe aussi ces occasions de partage collectif. C'est le slide suivant. Et que ce soit à Toulouse, à Bordeaux, à Nanterre, au-delà des expériences de nature et des animations pédagogiques que nous mettons dans nos programmes immobiliers, c'est parfois à l'échelle d'un quartier que ça se situe. Et qui crée du lien entre les habitants au cœur d'un immeuble. J'aime à dire qu'on rend l'habitat collectif plus attractif au travers de ce déploiement. On a aussi, et c'est d'actualité, dans la gestion de nos copropriétés, dans notre activité de syndic, fait des expériences d'éco-pâturage. On l'a fait aussi dans nos programmes résidentiels, et j'y reviendrai dans nos campus, notamment à Saint-Quentin-en-Yvelines, mais aussi dans nos data centers. Et on voit bien que là, au-delà de la vertu écologique de remplacer des tondeuses par des moutons, on crée là aussi, notamment à l'occasion de la tonte des moutons, et c'était pile poil au moment du déconfinement au mois de mai dernier, on crée des occasions de convivialité au sein même de la résidence. J'en viens à Evergreen, c'est le sujet pour lequel vous êtes toutes oui, je l'imagine. Pierre rappelait tout à l'heure que les espaces verts, c'était 30% d'espaces privés qui appartenaient aux entreprises majoritairement. Le campus Evergreen à Montrouge, c'est 3% de la surface totale de Montrouge, c'est pas rien, dont 4 hectares de jardin, 8 hectares en tout, donc 4 hectares de jardin. La vue que vous avez là du campus, en fait, elle est tronquée. Ce plan masse n'intègre pas la partie sud
qui a vu pousser dès 2016 un bâtiment qui s'appelle Sylvae, et au droit duquel maintenant on a un commun avec la ville de Montrouge, puisqu'on a ouvert un magnifique jardin avec différentes activités au pied de cet immeuble, en même temps que le réaménagement des allées Jean Jaurès. Alors pourquoi le campus Evergreen est connu? Parce qu'effectivement, il couvre un espace très important, et puis il est devenu très vite célèbre avec ses canards. C'est pas la seule vertu de ce campus qui a permis d'accueillir effectivement dans ces bassins et ces plans d'eau des canards, qui sont venus naturellement, je le précise, parce que les surfaces de plans d'eau permettaient, je ne sais pas si ça se dit, l'amérissage des canards, les écologues me corrigeront, au sein du campus. Bien évidemment, ça a été le premier grand lien avec les occupants. Nous nous sommes installés depuis 2010 dans ce magnifique espace, et c'est progressivement que les entités du groupe sont venues rejoindre Evergreen. Et cet ingrédient nature qui est très structurant effectivement dans ce projet a bien été intégré comme un des piliers finalement de notre installation, qui était avant tout une transformation managériale de l'entreprise, et une volonté de créer des conditions à la fois d'une modernisation et du bien-être. C'est donc tout naturellement que nous sommes arrivés à Biodiversity Life, que l'on a initié cette démarche qui était dans, je dirais, les fondamentaux de ce campus. Au-delà d'offrir un grand bain de nature, et d'être une nature plus qu'à admirer mais à vivre, je dirais que la démarche est venue quelque part rationaliser et réobjectiver ce lien avec la nature. Parce que c'est Olga qui le rappelait à l'instant, il faut y remettre du scientifique et de l'analyse pour comprendre qu'est-ce qui se passe. On sait aujourd'hui que ce lien homme-nature est bénéfique à tous et bénéfice à l'écosystème de la ville dans son ensemble, et vient nourrir ces services que nous rend la nature. Ils paraissent assez évidents ici, mais je pense qu'il était nécessaire de l'objectiver. Je vous ai rappelé sur ce slide les grandes étapes de cette labellisation. Tolga les a déjà un peu rappelées, sur 2 ans, un accompagnement donc avec Arpastrans, et puis un audit par le cabinet de Deloitte qui s'est soldé d'un succès en ce début d'année. L'étiquette qu'on a obtenue, la voici. Donc c'est selon les 4 axes que vous décrivez, Tolga, et sur lesquels je ne reviendrai pas. Il faut retenir de cet étiquetage, je dirais, l'idée de fixer une photo à l'instant T et de se dire, à partir de là, on va progresser et on s'installe dans une démarche pérenne, de manière à encourager l'ensemble des parties prenantes à progresser dans ces usages et dans cet accueil et dans cette évolution du potentiel écologique du site. Et je voudrais surtout préciser que au-delà des… Non, tu peux passer au slide suivant, c'est bon, Tolga, merci. Au-delà de ce potentiel qui est évident, j'allais dire, à l'œil nu et sur lequel nous capitalisons bien sûr, on est bien sûr, parce que c'est un label LIFE, sur des sujets qui sont vraiment en lien avec les utilisateurs. Et effectivement, l'accueil de la faune qu'on voit sur le slide suivant et des espèces très très variées qui vivent sur ce campus aux côtés de l'Homo sapiens que nous sommes, vous voyez, sont de nature à créer de l'attractivité, de l'empathie aussi, au point qu'on a été obligé de réguler le nourrissage spontané des animaux sur ce campus, parce que ça créait d'autres problèmes dans l'écosystème. Mais on a créé cette empathie de nature à rendre les utilisateurs plus que sensibles à ces sujets. Et aujourd'hui, amplifié par notre démarche autour de ce label,
on voit bien que c'est tout un espace au dedans et au dehors qui se consacre à la nature, dedans les murs et dehors les murs, avec ces passerelles un peu symboliques entre le campus et le bâtiment, et qui permettent à chacun de se retrouver dans cet espace. On a mis l'accent sur le lien avec les utilisateurs. Quand on propose des visites des jardins au fil des saisons, Mathilde, qui nous écoute, peut-être pourrait en témoigner, on a un taux de succès qui est phénoménal. Nos groupes sont remplis en quelques instants. On fait des conférences et des visites de jardin avec les experts, ceux qui entretiennent, les jardiniers qui entretiennent le jardin, le spécialiste de nos espaces et de nos plans d'eau. Et à chaque fois, ces visites et ces conférences remportent un succès maximum, comme le Green Day pour la plantation des arbres sur le nouveau bâtiment Éole en 2015 avait aussi remporté un vif succès. Donc on voit bien que les citadins que nous sommes, baignés dans cet espace de nature, sont réceptifs à ces sujets, et le label nous y encourage encore plus. Et j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent et qui envisagent de se lancer dans cette labellisation qu'on peut avoir ce genre de démarche, même quand on n'a pas un espace aussi riche de nature que le site d'Evergreen le montre. Et en tous les cas, moi j'ai envie de dire que tout ce qui nous remet en contact et tout ce qui crée des expériences de nature, Pierre le rappelait tout à l'heure, nous met dans cet état de réceptivité, je dirais, émotionnelle positive, qui nous encourage à la protéger. Et je pense, et je suis même convaincue, que les équipes du Crédit Agricole qui travaillent quotidiennement sur ce campus et qui reviennent y travailler dans cette phase de déconfinement retrouvent tout le plaisir, notamment ceux qui n'avaient pas le privilège d'avoir un accès à la nature pendant le confinement, retrouvent tout le plaisir de vivre au sein de ce campus. Et je ne peux pas terminer cette intervention sans remercier toutes les équipes qui ont permis cette labellisation au sein de Crédit Agricole Immobilier. Je pense à Gaëtan, Mathilde, Christophe, Jean-Marc et tout plein d'autres que je ne peux pas mentionner, et qui ont œuvré et qui œuvraient avant et qui continuent d'œuvrer à ce plaisir partagé sur ce campus Evergreen. Merci beaucoup, Catherine. On ne pense pas être à quelques centaines de mètres du périph' parisien, hein, quand on voit cette photo. Vraiment très très beau site. Et donc, sans transition, je vais laisser la parole à Karima pour, si mes slides passent, voilà, pour nous parler d'Europe Avenue. Merci Tolga. Merci à tous. Je suis ravie d'être parmi vous pour partager l'expérience de Generali dans son engagement dans le domaine de la biodiversité. Alors, Generali n'a pas beaucoup de sites qui offrent un potentiel aussi important et aussi énorme que le campus de Bois-Colombes. On a décidé de se lancer dans cette aventure-là parce qu'on a estimé que ce campus était très riche en paysages urbains, en faune, en flore, et ça nous a permis effectivement d'avoir un joli résultat au sein de notre labellisation et au sein de notre engagement dans le domaine de l'écologie et de la biodiversité. Donc, pour vous présenter un petit peu rapidement le site de Bois-Colombes, qui s'appelle Europe Avenue, mais nous, on n'a pas l'habitude de l'identifier au nom de Bois-Colombes. Donc, on voit bien en rouge les limites du site, qui regroupe 5 bâtiments reliés par des espaces verts variés et même une voie de circulation qui sépare donc le gros pavé entouré de rouge, clôturé en rouge, et le plus petit vers le bas, et qui montre bien l'ouverture du site vers l'extérieur dans un milieu très urbain. Donc on voit bien cette richesse en paysage vert, en espace vert qui se dégage de ce site-là. Et pour nous, il était impossible de ne rien faire pour valoriser cet espace-là
et essayer de trouver une valeur ajoutée à l'immeuble à travers des actions en lien avec la biodiversité. En termes à l'intérieur du site, le bâtiment est composé de 2 entités distinctes. Donc, il y a un rez-de-jardin qui se démarque avec un grand plan d'eau qui, lui, est alimenté par de l'eau de pluie. Son débit est donc fonction des précipitations et aussi des jardins accessibles uniquement aux usagers du site. Et en partie rez-de-chaussée, le campus est composé de jardins qui regroupent des espaces verts beaucoup plus classiques, qui, eux, sont accessibles au public, puisque cette partie du bâtiment est un lieu de passage selon des horaires fixes dans la journée. On retrouve aussi sur le campus des espaces de pelouse et d'autres espaces répartis dans le bâtiment et quelques zones de prairies. Cet ensemble couvre près de 8000 m² de jardin, où on retrouve 123 espèces de plantes et 12 espèces d'oiseaux, dont 5 sont protégées. Le plan d'eau est aussi un milieu favorable où évoluent les canards qui sont venus aussi tout naturellement sur le site, et aussi des carpes, des brochets et d'autres espèces qui évoluent dans un milieu marin. En termes de gouvernance, pour vous expliquer un petit peu le montage de Bois-Colombes, du campus Bois-Colombes, le propriétaire est la SCI Bois-Colombes, qui regroupe 2 investisseurs, qui sont Predica et Generalivi, à hauteur de 50% chacun. Le représentant du propriétaire est Generali Real Estate, que je représente aujourd'hui, dans le cadre d'un mandat d'asset management pour le compte de la SCI Bois-Colombes. Et autour du propriétaire et de son asset manager, on retrouve une équipe très mobilisée sous l'impulsion de Generali pour une exploitation favorable du site. On a le gestionnaire du site qui est Crédit Agricole Immobilier. On a également son building manager qui est Quadrim, et aussi de nombreux prestataires qui sont en charge de l'exploitation du site, dont l'exploitant Espace Vert qui est Cap Service. Ces exploitants œuvrent aux côtés du propriétaire pour offrir un milieu favorable aux locataires, qui sont au nombre de 5, qui, eux, sont vraiment en attente de nouvelles actions concernant la biodiversité. Nous les avons mis au courant de notre démarche d'améliorer la qualité paysagère des espaces extérieurs, et ils ont été très favorables à ça. Et je vous dirais, c'est un sujet qui est longuement et très souvent abordé lors des comités environnementaux. Ils nous ont bien montré qu'ils étaient très demandeurs sur ce sujet-là. Suite à ça, donc aux différents échanges qu'on a eus avec les locataires, on a réalisé une enquête de satisfaction en début de démarche pour collecter essentiellement leur perception des espaces verts et aussi les actions qu'ils souhaitaient mettre en place sur le site. Ces éléments-là leur ont été proposés avant même qu'on les mette au courant de notre ambition de lancer un label Biodiversity et de se présenter en tant qu'opération pilote auprès du CIBI. Et on voit bien sur le camembert qui est sur le slide, à la question quels sont les espaces où vous vous sentez le mieux sur votre campus, on voit bien que 40% des répondants ont répondu les espaces verts. Donc, d'où l'importance de ces espaces extérieurs pour les locataires. Et nous, en tant qu'investisseurs, on se devait de mettre en place des actions et surtout de les perdurer dans le temps, puisque c'est vraiment le leitmotiv des locataires quand on leur parle de leur espace extérieur. On a donc mis des priorités qui ont permis de porter l'ambition écologique et aussi surtout de répondre donc aux attentes de ces locataires-là. Et on a même désigné un référent biodiversité qui se charge au quotidien de développer ces sujets et de communiquer avec les locataires pour leur exposer les différents thèmes. Parmi les actions qui ont été mises en place, un diagnostic écologique très poussé en collaboration avec la Ligue de protection des oiseaux. Un plan d'action s'en est dégagé d'une durée de 3 ans.
avec un cahier des charges assez ambitieux, puisqu'on a prévu un suivi écologique, mettre en place des animations, installer des nichoirs, prévoir un aménagement sur les façades pour éviter la collision des oiseaux, etc. Et on est en train de signer actuellement une convention avec la LPO pour rendre le site refuge LPO. Il y a également d'autres actions qui sont en cours, des actions ponctuelles qui sont en cours avec le prestataire Espace Vert, et une action qui est en préparation, qui va permettre aux locataires de faire du jardinage au sein de leur lieu de travail. Donc des potagers vont leur être offerts pour pouvoir s'adonner à cette activité. On retrouve bien la volonté de l'investisseur d'améliorer la qualité paysagère du site, mais aussi on retrouve bien aussi la volonté et la demande du locataire dans ce sens-là. En gros, ce qu'on fait, nous, ce qu'on met en place, c'est vraiment une réponse à ce que nous demandent les locataires lors des comités environnementaux. En ce qui concerne la labellisation Biodiversity Life, donc le site de Bois-Colombes a été labellisé en opération pilote et a atteint le niveau croisière, qui pour nous est un niveau très ambitieux, et on est bien content de l'atteindre de ce niveau-là. À l'issue de cette labellisation, un plan d'action a été mis en place. Des actions pouvant être mises en place à court terme, d'autres à plus long terme. Là, actuellement, on est en train de réaliser les arbitrages financiers pour voir quelles sont les priorités à mettre en place dès maintenant, et les actions qu'on pourrait mettre en place à plus long terme. Notre ambition, c'est de conserver le niveau croisière, bien évidemment, mais aussi de l'améliorer autant que possible. En ce qui concerne la valeur ajoutée du label Biodiversity sur notre site Bois-Colombes, il faut savoir que au sein de Generali, Bois-Colombes est le premier site du patrimoine avec cette richesse écologique. Donc nous, par exemple, à l'heure actuelle, on n'a pas d'autres sites sur lesquels on pourrait mettre en place ce label Biodiversity. Donc on compte bien le développer au sein de ce site-là, et on compte bien aller jusqu'au bout de notre démarche et essayer d'améliorer le niveau autant que possible. L'ambition donc des investisseurs est bien sûr de mettre en valeur le site à travers sa qualité paysagère, et aussi de perdurer et enrichir la qualité environnementale de ce site-là. Ce site-là est déjà labellisé, certifié HQE Construction. Il est également en cours de certification HQE Exploitation, BREEAM In Use. Il y a également un contrat de performance énergétique qui est signé entre le gestionnaire Crédit Agricole Immobilier et le mainteneur multitechnique. Donc, on voit bien qu'il y a énormément d'actions en lien avec l'enrichissement de la qualité environnementale du bâtiment qui sont en cours. Le label Biodiversity Life est venu comme une suite logique à toutes ces actions-là, et c'était vraiment l'occasion de mettre en avant le potentiel écologique du site, de le valoriser à sa juste valeur. On sait bien que les certifications qui sont actuellement engagées sur le site traitent ce volet-là, mais le traitent sur une partie du référentiel. Et nous, notre ambition, c'était de pouvoir appliquer un panel de préoccupations écologiques et en lien avec la biodiversité sur un site, et pouvoir avoir un label unique en lien uniquement avec cette partie du site et en lien avec la qualité paysagère du bâtiment. Ce label nous a permis donc de créer des innovations paysagères. On a valorisé ce qui existait déjà sur le site, mais on a également mis en place de nouvelles choses sur notre bâtiment, dans les espaces extérieurs. Il a permis aussi de mobiliser des équipes de compétences variées qui ne connaissaient pas du tout le sujet de la biodiversité, encore moins le label Biodiversity Life. Et l'objectif, ce qu'on leur a dit au départ, c'est on va essayer de travailler tous ensemble pour créer un cadre de vie agréable aux utilisateurs et aux locataires. Et on a eu également une implication très forte des locataires qui nous a énormément aidés à améliorer et à proposer de nouvelles actions. Les locataires n'ont pas du tout été un frein sur cette mise en place.
À l'heure actuelle, pour vous parler de la valeur économique du bâtiment, on n'a pas suffisamment de recul pour évaluer la part du label et de toutes les actions qui ont été mises en place en conséquence. Mais par contre, je peux déjà vous dire et je peux conclure en disant que le label Biodiversity Life contribue énormément à l'amélioration de la valeur d'usage du bâtiment à travers tous les usages qui sont mis en place à destination des usagers, donc des utilisateurs du bâtiment, donc en l'occurrence les locataires, mais aussi du public, puisque une partie de notre bâtiment est accessible au public. Notre rôle, donc nous en tant qu'investisseurs, est de perdurer et améliorer cette valeur ajoutée et de pouvoir proposer des investissements sans cesse, de continuer notre investissement dans le domaine de la biodiversité pour améliorer la qualité paysagère de ce bâtiment-là. Et je pense que, juste pour finir, si Generali acquiert un immeuble avec un potentiel écologique aussi important que celui de Bois-Colombes, se relancerait volontiers sur une démarche de labellisation Biodiversity Life. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Karima, pour cette vision de l'investisseur. Et c'est en plus un très très beau site parce que on le voyait pas très bien sur les photos, mais le rez-de-jardin est au niveau inférieur par rapport au rez-de-chaussée. Donc, quand on est à côté de ces berges, on est complètement coupé de la ville. On se retrouve au milieu des champs d'oiseaux, donc on a un cadre biophilique très intéressant. Olivier, j'essaie de passer la slide, ça y est, j'y suis arrivé. Je te laisse la parole sans transition. Merci. Bonjour à tous, je vais essayer d'être un peu rapide parce que je crois qu'on dérape un peu sur le timing. Donc, je me présente Olivier Barre, je suis en charge du project management et de l'innovation chez Prologis sur la France, l'Espagne et l'Italie. Prologis en deux mots, donc on est ce qu'on appelle une foncière qui est spécialisée dans une activité très ciblée puisque nous sommes spécialisés en immobilier logistique. Et sur cette niche de marché, en fait, ce qui nous caractérise notamment, c'est qu'on est l'acteur, le leader mondial de cette activité avec un patrimoine en gestion de 90 millions de mètres carrés. Cette société a 30 ans. Est basée à San Francisco. Donc, on est membre CB Biodiversity depuis 2-3 ans et on a une démarche autour de la biodiversité donc depuis plusieurs années et quelque part qui s'accélère un peu ces derniers temps parce qu'on fait plus on rentre dans ces démarches-là, plus on se passionne pour ça et on fait des choses concrètes et donc du coup ça fait un peu boule de neige. Alors je suis pas du tout un expert en biodiversité et en écologie, donc je vous prie de m'excuser des fois pour si parfois j'ai des approximations dans les termes, mais Tolga n'hésite pas à me corriger. Mais voilà, je porte ces sujets-là au sein de notre équipe avec quelques collègues. Nous avons un bâtiment à l'heure actuelle qui a été certifié construction biodiversité à Marly-la-Ville, d'ailleurs sous une notation AAAB, donc une des plus importantes notations dans le domaine. Donc on est assez fiers de ça et pour l'avoir visité encore il y a une semaine, je trouve que vraiment c'est une démarche qui est très concrète et on perçoit très concrètement les actions qu'on a pu mettre en place. Alors pourquoi on s'est intéressé au label Biodiversity Life? En fait, pour des choses simples qui vous ont été présentées préalablement par Tolga et Pierre. Déjà, ça s'adresse à la phase d'exploitation du bâtiment. Donc nous, comme on est un investisseur, une foncière long terme qui gardons nos actifs, cette phase-là, elle est d'autant plus intéressante. Hein. Donc
on n'est pas en train de dire qu'on ne s'intéresse pas à la phase de conception et construction. Bien sûr, elle est essentielle. Et avoir un label Biodiversity à la réception, eh ben c'est la démonstration des démarches que nous avons fait lors de la conception et la construction. Mais ce qui est important, aussi très important et fondamental pour nous, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est que finalement, tous ces efforts qu'on a faits, ils continuent de s'appliquer dans le temps. Donc, le label Biodiversity Life est vraiment là pour ça, pour justement mettre en valeur et faire en sorte qu'il y ait une qualité mesurable qui soit déployée dans le temps. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que bien sûr, cette démarche-là, elle contribue à l'attractivité du site de façon indéniable. Elle contribue au bien-être de ses occupants, à la rétention des talents. Le sujet des emplois est un sujet important notamment dans notre secteur. Et elle contribue donc du coup indirectement à la performance de nos clients. Donc, et puis c'est aussi assez sympa de déployer ça avec son client et d'avoir donc une démarche commune d'amélioration continue avec son client. C'est super intéressant. On déploie cette démarche-là non seulement sur des actifs, mais aussi sur des parcs. Nous, on déploie beaucoup nos activités plutôt sur des parcs. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis, on a cette démarche-là, elle rentre complètement en ligne avec nos démarches plus globales de RSE. Donc, c'est voilà tous les arguments, les raisons qui nous conduisent à s'inscrire dans la labellisation Biodiversity Life. On a pris un exemple concret que je vais essayer de faire assez vite, qui est un exemple qui est basé à Lyon, donc dans un hub logistique qui est un des plus grands en France, et donc qui a priori n'est pas forcément une zone dans laquelle on s'attend à voir des initiatives autour de la biodiversité. On a une activité d'entrepôt logistique qui est plutôt perçue souvent par les nuisances qu'elle peut générer ou qu'elle générait par le passé et qu'elle ne génère plus, mais dont on a gardé un peu l'image. Et on ne soupçonne pas en fait toutes ces actions. Juste en un mot, quand vous développez un bâtiment logistique sur une parcelle, en fait, vous allez artificialiser plus ou moins 75% de cette parcelle. Donc c'est important et donc ça nous conduit à notamment déployer ces démarches autour de la biodiversité et autour d'actions sur l'infiltration sur place des eaux pluviales, etc. Mais ce qui est aussi important, c'est de constater qu'il reste 25% d'espace végétalisé. Et donc, ces 25%-là, finalement, c'est énorme. Et donc, finalement, contrairement à d'autres activités, d'autres actifs qui, en pleine ville, ont du mal à trouver des espaces de jeu, nous, notre terrain de jeu, il est finalement assez grand. Et donc, on a l'opportunité de mettre en valeur de façon pragmatique et concrète cette démarche-là. Donc le site à Lyon, à Saint-Quentin-Falavier exactement, se trouve à l'est de Lyon, près de l'aéroport Saint-Exupéry. Et donc on a développé un projet sur lequel on est en train de tester cette démarche Biodiversity Life. On est dans un espace industriel, mais au bord de cet espace industriel, à moins de 10 km, on a des réservoirs biologiques d'intérêt écologique, ce qu'on appelle les INEF. Et donc, on a la possibilité, le potentiel de jouer un rôle dans le maillage biologique local et dans les continuités écologiques de la ville. Donc, en effet, de par leur proximité immédiate avec les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité, ces derniers peuvent nettement s'inscrire dans la trame verte locale. Donc, l'optimisation écologique des espaces verts du site représente une opportunité et un enjeu non négligeable au regard du contexte écologique local.
Donc sur la slide suivante, on voit que les espaces verts du site initial sont principalement gérés de façon à préserver la biodiversité. Donc on retrouve des habitats initiaux tels que, c'est assez classique, hein, ça n'a pas été conçu au départ dans le cadre du label. On retrouve des pelouses, des bassins de rétention, des bassins d'infiltration, des bosquets, des prairies, des arbres isolés, des massifs ornementaux. Assez classique sur ce type d'installation, avec une maintenance derrière qui est fait à la base plus pour la commodité que vraiment pour une intention écologique. Donc, sur la slide d'après, on voit que le site, en fait, avant la démarche, il n'est pas forcément super glamour et super attractif. Donc, on a une vraie aire de jeu, une vraie ambition à porter pour déployer notre labellisation et améliorer cet existant. Donc sur la slide d'après, on voit les différentes initiatives que l'on met en œuvre. Donc ça tourne autour de prairies, donc des surfaces allouées aux prairies de fauche que l'on va augmenter pour fournir des ressources alimentaires plus importantes aux insectes et aux oiseaux. On va implanter des haies champêtres et des massifs arbustifs, donc afin de créer des espaces favorables pour les passereaux. On va créer une mare et un radeau végétalisé, donc pour en partie masquer la partie bâchée, on va dire, et donc donner cet aspect naturel. Et donc cette mare pourra accueillir des amphibiens et toutes sortes d'animaux qu'on peut voir sur ces espaces-là. Et le radeau végétalisé, c'est plutôt un radeau pour les oiseaux, en fait. On met en place des hôtels à insectes, à pollinisateurs sauvages. On met en place des nichoirs à oiseaux, un refuge à chauves-souris et un refuge à hérissons. Vous voyez, ça va d'investissements d'infrastructures importantes à des infrastructures plus légères, mais qui ont une efficacité aussi très significative. Une démarche que l'on a aussi, c'est les démarches autour des abeilles. On a mis en place des ruches. Alors, dans un premier temps, c'est sympa de se dire on met des ruches en place, on collecte du miel et on le partage avec les occupants du site, les cantines scolaires, des choses comme ça. Donc ça, a priori, plutôt sympa comme démarche. Bon, l'idée que l'on a à travers ça, c'est d'aller plus loin, en fait. Avec une start-up, on travaille sur le fait de plusieurs fois dans l'année, analyser la qualité de ce miel. Et donc, en fait, le miel, c'est le fruit de la collecte des différentes abeilles sur un rayon de plus ou moins 5 km. Et ce sont un peu quelque part des drones naturels qui vont nous renseigner sur la qualité de la nature environnante. Donc, en faisant une analyse scientifique de la qualité de ce miel, on a une image assez précise finalement de la qualité de l'environnement. Et donc, du coup, on peut déterminer une sorte de profil avec ses forces et ses faiblesses. Et plutôt que derrière, dans nos démarches de végétalisation que l'on met en place dans le Biodiversity Life, par exemple, plutôt que de cibler des choses uniquement par rapport au site, on va pouvoir déborder de notre site, en fait, en ciblant les carences des végétaux de cette localisation-là, et par ce biais-là, améliorer la qualité non seulement du site, mais de son environnement. Et donc, l'intérêt de cette démarche, c'est que derrière, on continue de mesurer, d'analyser le miel pendant des mois, des années. Et ces mesures nous permettent de vérifier concrètement si effectivement nos actions de végétalisation ont porté leurs fruits et ont amélioré l'environnement. Vous voyez, à chaque fois, c'est une idée de faire des choses concrètes, mesurables. Sur la slide d'après, on
on est sur l'organisation. Donc là, on a la même organisation que vous ont été décrites précédemment, la nomination d'un référent, biodiversité sur le site, mise en place d'un comité, formation des équipes d'entretien des espaces verts, fondamentale. Hein, si vous ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Mise en place d'un plan d'animation des espaces et réalisation d'un suivi écologique tous les ans. Sur la slide d'après, on voit donc l'ambition que nous portons. Hein, donc c'est une ambition d'atteindre une notation, un profil tel qu'il vous est montré de confirmer. Donc, vous voyez, on s'est donné déjà un objectif ambitieux pour un premier galop. Et bon, on est assez confiant dans notre capacité à l'atteindre, mais voilà, c'est se donner, c'est pas se dire d'avoir un label pour un label, c'est de se dire avoir un label, mais aller chercher quelque chose d'un peu ambitieux. Et toute cette démarche-là, là où on est, ça fait partie aussi du choix de ce site, hein, là où on est ravi, c'est que notre client qui exploite le site est complètement impliqué dans la démarche. C'est-à-dire qu'il est acteur de cette démarche et il participe il s'intéresse et participe à la démarche. Donc, vous voyez, on est vraiment, je pense, dans l'application concrète du schéma et des dispositions qui ont été expliquées précédemment par Tolga et Pierre. Merci beaucoup Olivier. J'ai une question pour toi dans le public. Comme ça j'enchaîne. On me demande si ce que pensent les exploitants de cette démarche sur Saint-Quentin-Falavier. Alors il faut faire de la pédagogie aussi. Alors les exploitants déjà ils sont contents de cette démarche parce que quand on voit le résultat, on ne peut être que content, quoi, hein, qui ne serait pas ravi d'avoir des espaces verts, de promenade sympas. Ça, c'est évident. Mais en même temps, il y a de la pédagogie à faire dans le sens où lorsque on est sur des fauchages tardifs, sur de la maintenance qui n'est pas habituelle, on pourrait se dire mais ce site-là est abandonné, qu'est-ce qui se passe? C'est pas forcément tondu à 3 cm, etc. Non, c'est exprès. Alors si vous l'avez pas expliqué, les gens se posent des questions, ils se disent c'est quoi ce truc? Par contre, si vous avez expliqué la démarche, il y a une vraie adhésion, une compréhension, une vraie adhésion à la démarche, oui, bien sûr. Merci pour ces précisions. Bon, on a un petit peu dépassé très légèrement le temps imparti. Ceci étant dit, c'était passionnant, donc on pouvait couper personne. Merci d'avoir attendu jusqu'au bout. Alors, on a quelques questions. Pas mal tourne autour de la question économique. Quand le réalisme nous rattrape, évidemment. Je vais essayer de répondre en 2 mots pour aller vite sur cette question légitime des coûts. En gros, il faut prévoir trois centres de coûts quand on lance une démarche Biodiversity Life. La première, c'est les frais de certification qui seront facturés par le CIBI, qui vont aller, ils sont pas tout à fait arrêtés, mais compter une fourchette en fonction de la taille de votre site, entre 3 500 et 6 000 euros. Il y a les frais d'accompagnement par un assesseur qui est, selon les lois du marché, tout à fait négociable et concurrentiel, mais compter à peu près 10 à 15 jours d'accompagnement par un assesseur. Et le troisième niveau, évidemment, c'est l'investissement nécessaire à cette démarche Biodiversity Life. Alors ça, c'est dépendant du niveau que vous visez. Ça peut aller de pas grand-chose à beaucoup de choses. Donc, engagez votre démarche, donnez-vous des jalons, des petits pas saltatoires en fonction de vos moyens. Je pense que tout est jouable. En tous les cas, je l'ai dit en introduction, mais le label a été construit de façon à être agile, flexible et de pouvoir répondre à tous les cas de figure et de ne sanctionner aucune bonne volonté.
Voilà. Je pense qu'on va devoir, arrêter le webinaire maintenant parce que ça fait quand même un moment qu'on devait vous libérer. Je ne sais pas si un de nos intervenants veut rajouter quelque chose, mais moi je suis ravi. Merci beaucoup pour ces présentations. C'était passionnant. Et Pierre, je veux dire un mot. Un petit mot de conclu. Oui, bien sûr. Non, mais merci à tous. Et effectivement, on voit bien à travers ces différents exemples qu'il peut y avoir des patrimoines qui sont formidables et qui ont été construits pour ça, mais qu'il y a aussi des sites qui peuvent être modifiés, modelés dans le temps et dans une voie d'amélioration continue avec des indicateurs qui ont trait à la fois à la biodiversité et aux usages. Ça, c'est formidable. N'oubliez pas le temps long. N'oubliez pas que tout espace de biodiversité doit être géré et animé. C'est la condition sine qua non pour que les parties prenantes puissent s'impliquer. Et c'est tout l'objet aussi des labels Biodiversity et en particulier de Biodiversity Life, de faire en sorte que ce temps long soit considéré et que les jardiniers, les animateurs nature, les référents biodiversité sur les sites, chacun à leur échelle, puissent prendre part à ces expériences de nature qui est vraiment un élément fondamental. Voilà. Merci. J'ai gardé mon effet surprise pour la fin. Un grand merci à Catherine, Karima, Olivier et Pierre pour ces présentations. Merci Gwenaëlle Chabroulet, notre directrice générale adjointe, pour son aide précieuse à la conception de cet événement, et merci à Élise, Estelle, William et Agnès à la technique. Merci à toutes et à tous et à celles et ceux qui nous ont suivis. Au revoir. Au revoir.